Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle session qui s'intitule donc Quête de sens et principes de réalité. On va avoir droit à des retours d'expérience, donc des témoignages, des récits. Vous connaissez peut-être le format TED. Les conférences TED, c'est assez connu maintenant. Donc, c'est un petit peu dans ce format-là que nos trois intervenants vont prendre la parole dans un instant. Donc, on va juste leur demander un tout petit peu de se présenter. Donc, Anaïs, qui est à mes côtés. Bonjour, Anaïs. Bonjour. Alors, vous allez alors déjà peut-être juste nous dire quel âge vous avez et peut-être, donc, parce que vous allez donc faire un témoignage par rapport à une mission de volontariat. Donc, peut-être juste nous dire un ou deux mots là-dessus. Okay. Avant de rentrer dans le témoignage. Donc vraiment plus, est-ce que vous avez un beau sourire? Donc est-ce que ça s'est bien passé? Ça va être un témoignage sympa ou est-ce qu'il faut qu'on sorte les mouchoirs? Non, ça va? Non, ça ira. Ça ira. Alors j'ai 23 ans. Je suis partie de septembre 2022 à juillet 2023. Donc c'est tout récent. Avec le programme CES, donc Corps européen de solidarité en Espagne. Tout un programme. On a envie d'en savoir plus. Vous êtes d'accord? Florian? Florian, voilà. Florian a le micro. Quel âge vous avez, Florian? Donc moi, j'ai 28 ans. J'ai eu 28 ans il n'y a pas longtemps. Vous avez un petit accent, non? Oui, d'Alsace. Ah, d'Alsace, ok. Ouais. D'accord. Ouais. Et alors, c'est quoi votre expérience de volontariat? Vous êtes parti loin ou? Moi, je suis parti 2 fois en Afrique de l'Ouest. Ouais. Donc, je suis parti en service civique à l'international, donc au Sénégal, et également en volontariat de solidarité internationale au Burkina Faso. Donc 2 expériences totalement différentes. Vous allez pouvoir voir que j'ai eu des réalités différentes entre les 2 missions, mais on y reviendra après. Mais vous n'avez pas l'air traumatisé, donc ça devrait être supportable comme témoignage. Ça forge, ça forge. Ça forge. Ouais. On passe le micro à Charlotte. Bonjour. Bonjour Charlotte, quel âge vous avez? Alors j'ai 29 ans. Et je vais vous parler aussi de volontariat de solidarité internationale. Donc moi je suis partie entre 2020 et 2022, donc en plein Covid. Et oui. C'était génial parce que je me suis retrouvée au Cambodge où il n'y avait pas encore le Covid. Donc voilà. Et donc du coup c'était pas en mode confinement ni rien? Non, je suis arrivée la semaine d'après, j'étais en boîte. Non, je plaisante. Non, dans les restaurants, les bars, tout était ouvert. Et en fait le Covid est arrivé 1 an après au Cambodge. Donc voilà, j'ai pu profiter 1 an et puis après, voilà, ça s'est un peu gâté, mais bon. Donc ça va être un témoignage totalement fun, vous allez danser, etc., non? Oh, on verra. Il y a un DJ dans les parages? Je pense qu'on peut les encourager, les applaudir bien fort. Anaïs, Florian et Charlotte. Et on commence avec Anaïs. Bien sûr. Et donc, la scène est à vous, Anaïs. Merci. Merci. Donc, je m'appelle Anaïs Charpin. Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu mon parcours. Juste avant de partir en Espagne. Donc, en 2018, j'ai eu mon bac pro commerce. Après, j'ai fait 2 ans d'année de césure, dont 10 mois à Londres. Et après, pendant le Covid, je suis revenue en France et j'ai commencé un BTS, support à l'action managériale, donc en alternance. Et pour être assistante, en gros, communication, gestion de projet, etc. Et durant, du coup, cette alternance, j'ai découvert une association qui est à la Défense, d'ailleurs, un restaurant solidaire, qui m'a en fait fait découvrir le monde de la solidarité. Et en fait, c'est un point clé parce que j'ai appris qu'on pouvait être salarié dans le monde associatif. C'est quelque chose que je ne savais pas à ce moment-là. Et faut savoir également que je n'avais aucun réseau, par définition. Donc, en parlant avec les salariés, etc., j'ai découvert qu'on pouvait vivre de ses convictions. Donc, c'était quelque chose de très important. Et comme j'aimais beaucoup la gestion de projet, je me suis dit, bon, bah voilà, autant en faire quelque chose. Et donc, du coup, j'ai parlé autour de moi et j'ai découvert, du coup, l'école 3A qui a son stand au salon. Et j'ai aussi également découvert donc, le salon Soliway. Donc, c'était il y a 2 ans. Je suis venue il y a 2 ans ici. On m'aurait dit, on m'aurait dit il y a 2 ans que je serais devant vous. Je pense que je ne l'aurais pas cru.
Donc j'arrive et tout, je vais du coup voir l'école 3A qui me dit que je pouvais faire ma rentrée en 2023 parce que je voulais faire une année de césure, enfin une année de break entre mon BTS et mon bachelor. Et j'ai dit, oh, c'est génial. Et donc du coup, j'ai déambulé dans les stands, je suis partie voir le service civique et j'ai découvert à la fin de la journée le corps européen de solidarité avec le stand USAID qui n'est pas là cette année. Mais j'ai un petit stand à côté pas très loin de l'école 3A et sinon France Volontaire pourra vous donner plus d'informations sur ce programme. Et donc du coup ils m'ont convaincue et j'ai trouvé ça, du coup le programme génial. Et donc j'ai commencé à faire des recherches de janvier jusqu'à juillet à peu près, juste pour voir à peu près le type de mission que ça proposait, quel pays. Quel pays m'a intéressée. Et en juillet, j'ai découvert du coup Proe Tokyo, qui est une association sociale entre Madrid et Toledo, en Espagne, pour une mission de volontariat, communication. Je dis, c'est génial. En fait, je voulais vraiment savoir comment fonctionnait une association, puis confirmer aussi mon projet professionnel avant de rentrer à 3A. Donc du coup, cette association, c'était une association sociale qui a des centres de jeunes. Et en fait, le but, c'était de vraiment d'aider les jeunes qui étaient pas dans la rue, mais qui traînaient beaucoup dans la rue. Plutôt, leur philosophie, c'était, au lieu de traîner dans la rue, faut mieux qu'ils traînent dans nos centres. Et que s'ils avaient besoin d'aide, en gros, qu'ils aient quelqu'un avec qui parler. Et donc mon but dans tout ça, c'était vraiment de prendre des photos, faire des contenus et les mettre sur les réseaux sociaux. Donc une fois qu'ils m'ont dit qu'ils m'avaient pris, j'étais quand même très contente. Donc je l'ai dit à tout le monde. Je l'ai dit à ma famille, je l'ai dit à mes amis. Oh, je pars en Espagne, je pars pendant 10 mois, c'est génial. Alors le jour J, j'étais beaucoup moins fière. Je suis arrivée avec ma valise. En plus, j'ai pris l'option le plus long, c'est-à-dire le bus. Le bus Paris-Madrid pendant 20 heures, c'est long. Et du coup, j'arrive, je mets ma valise et tout. Je dis au revoir à mes parents. Et là, j'ai le temps de refaire toute ma vie. Pourquoi je suis partie ? Pourquoi je suis là ? Je ne savais pas. Si, je savais, mais sur le coup, j'ai eu un peu de mal. Mais après, je me suis souvenue quand même que c'était pour avoir confirmé mon expérience professionnelle, avoir une nouvelle... tout simplement une nouvelle vie, changer de vie. Il faut savoir que même si c'est l'Espagne et que c'est voisin de la France, ça reste quand même une culture différente, une langue différente. Je ne parlais pas du tout espagnol à ce moment-là. Je parlais anglais de mon expérience à Londres, mais vraiment... enfin voilà, je ne parlais pas du tout espagnol. Ensuite... il y avait aussi cet aspect de sortir de sa zone de confort et d'avoir une nouvelle expérience et voire même voir des nouvelles cultures, parce que je savais que j'allais habiter avec d'autres volontaires qui étaient internationaux, européens, mais quand même. Et donc voilà, donc, bon, 20 heures, c'est long, 20 heures. Je me tournais un peu ça en boucle, et puis j'arrive, première impression, bon, alors c'était ma faute, c'est-à-dire que je n'avais pas regardé la météo, il faisait 30 degrés à mi-septembre, avec ma doudoune, ça ne fonctionnait pas, j'avais mis quasiment que des affaires d'hiver dans ma valise, on voyait que j'étais touriste, c'était sûr, c'était plutôt drôle en y repensant. Alors le premier jour, ça a été un peu compliqué parce que ma tutrice n'était pas là. Ma tutrice, elle était en vacances. Elle n'était pas forcément au courant de mon arrivée ce jour-là. Et quelque chose d'autre qui avait été compliqué, c'était le fait d'habiter. Alors, quand on y réfléchit aussi, ça paraît logique. Mais en fait, j'ai habité avec des jeunes qui n'avaient jamais quitté leurs parents. Et moi qui étais indépendante depuis à peu près 6 ans, il y avait des choses qui me paraissaient logiques. Pour vous raconter une petite anecdote, par exemple, il y a un volontaire qui m'a demandé comment mettre de l'eau dans une machine à laver.
Et là, vous vous demandez si c'est une blague ou pas. Non, non. 5 minutes plus tard, je l'ai retrouvé assis en train de regarder la machine à laver tourner pour voir s'il y avait bien de l'eau. Donc c'était plutôt... On s'y attend pas forcément. Un autre qui m'a demandé comment faire des pâtes, comment faire cuire bouillir des pâtes. Un autre qui m'a demandé comment faire des courses. Aussi une autre personne, ma coloc de chambre, ne savait pas passer la serpillière. Donc c'était une piscine quand on rentrait dans l'appartement. Donc c'était... assez hippique, mais quand même il y avait quand même des très bons moments, donc bon, j'ai appelé ça mon auberge espagnole parce que je trouvais que je trouvais que ça représentait plutôt bien mon expérience. C'est bon. Alors voilà, donc ça c'était les volontaires avec qui j'habitais. Il y a aussi quelques salariés, mais globalement, c'est ce qui représente le mieux, la photo qui représente le mieux mon expérience sur le fait qu'on était vraiment en bonne ambiance et j'ai appris des tas de choses. Alors, avec des hauts et des bas, hein. Faut pas se leurrer. Je vais juste... je vais ajouter quelques mots sur mes missions. Donc c'était la communication. Donc j'étais vraiment, mon but premier était vraiment faire des photos, les modifier, les envoyer, faire des contenus sur Canva. Et en fait, j'ai voulu faire plus. Et en fait, j'ai demandé plus. Et on m'a donné la responsabilité, ou du moins l'aide, de recruter les volontaires internationaux. Et donc du coup, c'était surtout notamment postuler les annonces, mais également organiser les réunions, ou sinon, pas les réunions, les entretiens, pardon, et faire les entretiens, donner mon avis, c'est assez intéressant. Et puis, comme je voulais toujours plus, et donc du coup, j'ai demandé à faire un projet personnel, et c'était sur les décharges sauvages. Et en fait, j'allais régulièrement me promener autour de chez moi. Et en 5 km, je voyais 8 décharges sauvages en moyenne. Et je trouvais ça énorme. Et donc, du coup, j'ai demandé à mon association si on ne pouvait pas faire quelque chose. Ils m'ont dit oui. Et c'est là où j'ai découvert le magnifique monde de la politique. C'est-à-dire que moins j'en fais, mieux je me porte. Et donc, du coup, ils ne voulaient pas... ils voulaient pas s'en charger parce que ça vous a coûté trop cher, parce que mais ça c'est pas mon village, non mais ça c'est à côté de tel village, enfin bref, un peu compliqué. Quand j'ai compris que c'était trop compliqué, et j'ai eu la chance aussi d'avoir une association qui avait des liens avec des collèges. Donc je suis partie faire des sensibilisations auprès des jeunes sur les déchets, la décomposition des déchets, le recyclage et aussi les conséquences négatives. Alors faut savoir que je parlais toujours pas très bien espagnol à ce moment-là, et je me suis retrouvée devant une classe de 60 élèves qui ne parlaient pas un mot d'anglais, moi qui parlais avec un niveau d'espagnol niveau A2, et c'était quand même assez épique, on va dire, comme moment. J'avais quand même aussi une salariée de l'association qui m'aidait, mais ça a été quand même un grand challenge pour moi. Ça ne m'a pas empêché quand même de faire 19 présentations, sensibiliser à peu près 700 élèves, faire 5 ramassages et à peu près entre 50 et 200 élèves. Donc du coup, c'était quand même une excellente expérience. Après, dans tout ça, il y avait quand même pas mal d'obstacles, comme par exemple... la barrière de la langue, tout simplement aussi, parce que ma tutrice parlait pas très bien en anglais. Moi, je parlais pas espagnol, donc la communication était assez tendue au début, mais après, ça allait mieux. Pour vous donner un petit peu un exemple de mon niveau d'espagnol, les Espagnols ils disent beaucoup SOS. Et au début, je crois que c'était SOS, donc le signal d'urgence. Mais non, en fait. Quelqu'un qui parlait un peu français m'a dit, mais non, en fait. SOS, ça s'écrit E-S-O, plus loin ES, ce qui veut dire c'est ça. Donc en fait, depuis le début de mon expérience, je pensais qu'il disait le signal d'alerte, mais en fait non. Donc au bout d'un mois, j'ai compris que c'était pas le cas. Donc c'était assez
bon, je me suis fait afficher dans toute l'association, on va pas se le mentir. Et aussi quelque chose qui avait été compliqué, c'était le niveau de culture des Espagnols par rapport à l'écologie. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, moi je me suis dit, je suis en Espagne, je vais trouver des fruits et des légumes espagnols. Eh ben non. Eh ben non. En fait, j'ai trouvé peut-être 20% de fruits et légumes espagnols. La plupart étaient du Brésil, du Mexique, de l'Algérie, du Maroc, tout ce que vous voulez, mais pas d'Espagne. Donc c'était un peu compliqué parce que c'était vraiment... moi, j'avais l'habitude de faire dans du local, dans du bio, dans tout ça. Et en fait, c'était pas le cas. Je suis végétarienne et là, c'était comme si c'était un gros mot. C'est-à-dire qu'on me disait, mais... pourquoi t'es végétarienne, ça sert à quoi? Et donc du coup, il expliquait ça ils ne comprenaient pas. Donc c'était plutôt assez... il y avait beaucoup de sensibilisation à faire. Pour vous donner un autre exemple, il y a quand même eu un salarié qui m'a mis du verre dans du compost. Et là, il a fallu faire quelque chose... Enfin, j'ai dû sensibiliser un petit peu l'association également sur l'écologie. Concernant les difficultés, j'ai eu pas mal de... Il y a beaucoup de hauts et de bas quand on part à l'étranger. Et c'est surtout les bas qu'il il faut pas se démotiver parce qu'en fait, c'est là où on apprend le plus. Et ensuite, en avril, ma tutrice est partie, donc me retrouvant du coup sans tutrice. Mais un truc que je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'on m'a proposé son poste, donc responsable de communication. Donc ça, je trouvais ça plutôt surprenant sur le coup, je vous l'avouerai. Et une fois quand je suis partie, ce qui a été compliqué, c'est de dire au revoir à mes tutrices et les volontaires. Parce que vous vouliez forcément un lien avec eux, vous avez passé des excellents moments avec eux. Et bon, quand c'est la fin de votre volontariat, il faut revenir. Et j'étais très contente de revenir. Hein. Après, vous l'êtes un peu moins. Quand vous avez en face de vous... moi, j'ai eu un énorme décalage entre ma famille et mes amis, où en fait, vous avez vécu des choses, vous avez grandi, franchement, vous êtes sortis, vous avez fait des choses que vous ne vous sentez pas capable. Et vous avez ce décalage avec vos amis et avec votre famille alors, il faut faire avec, hein, mais il faut s'y préparer. Ensuite, avec le recul, cette expérience m'a fait beaucoup grandir, beaucoup plus que je le pensais en partant. Également, j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai aussi découvert une passion qui est la randonnée. Si vous partez à l'étranger et que vous avez possibilité de télécharger l'application Meetup, c'est une application qui est géniale pour rencontrer des gens d'extérieur, internationaux, qui veulent apprendre une langue. Et là, j'ai fait plusieurs Meetup et j'ai dû rencontrer à peu près une personne qui venait de l'Amérique latine. Donc c'était quand même c'était quand même très intéressant. Et pareil pour vous pouvez aller boire des coups et tout, c'est juste assez ouf aussi comme application. Aussi, ça vous permet aussi en fait de vous remettre en question sur pas mal de choses, sur votre vie, sur votre chance aussi. Je me suis beaucoup aperçue en parlant justement avec des Vénézuéliens, des Colombiens, la chance qu'on pouvait avoir en France. Surtout, cette expérience m'a permis aussi de confirmer aussi mon projet professionnel, parce que si ça m'aurait pas plu, je ne serais pas actuellement étudiante à 3A. Donc du coup, c'était vraiment un plus. Et en plus, ça m'a beaucoup aidé pour ma recherche d'alternance pour trouver un travail. Donc les conseils que je pourrais donner pour ceux qui veulent partir, c'est déjà être un minimum indépendant, c'est-à-dire savoir gérer un budget, parce qu'il y a des volontaires qui ont soit avaient
soit ils dépensaient leur argent dans la semaine, soit en fait ils mangeaient une fois par jour. Donc il y avait une moyenne. Il y en a qui ne savaient pas non plus comment Enfin voilà, l'exemple des pâtes, c'est réel. Donc en fait, savoir un tout petit peu les bases, savoir faire aussi ses courses, parce que ça paraît drôle comme ça, mais sur le coup, les volontaires, ils veulent bien vous aider. Ils vous aideront, hein. Mais s'il peut y avoir un minimum d'autonomie, ça peut être pas mal. Pareil pour le ménage, ça paraît tout bête, mais il y a plein de volontaires qui ne savaient pas, par exemple, faire leur vaisselle, ce qui paraît étonnant. Mais ça reste quand même de la colocation. Aussi, avant de partir, c'est pourquoi on part. 90% à peu près des volontaires de ce programme ne savent pas pourquoi ils partent et qu'ils partent parce qu'ils ont vu la lumière. Donc du coup, je trouve ça assez dommage parce qu'en fait, ça peut être une expérience extraordinaire qui peut vous apporter énormément de choses. Et donc voilà. Et puis aussi, quand vous allez dire ça à vos proches, ils vous diront non, mais ils vous seront forcément, beaucoup de commentaires vous seront négatifs. Comme par exemple, moi, ma sœur, elle m'a dit mais tu penses pas à ta retraite? J'avais 20 ans. Donc non, pas encore. J'ai eu une autre réflexion en disant mais partir en Espagne sur un CV, ça sert à quoi? Bon, d'accord. Un autre qui me dit mais tu vas bosser quand en fait? Donc ça fait beaucoup quand vous n'êtes pas sûr de vouloir partir. Ça fait ça peut accumuler beaucoup de choses. En plus, si vous avez un peu peur, et ça peut vite vous démotiver. Il faut surtout pas. C'est pour ça que j'ai dit avant qu'il fallait savoir pourquoi on partait, parce que vous allez vous y accrocher tout le long de votre expérience. Et donc c'est vraiment important. Après, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que ça peut changer votre vie, parce qu'il y a beaucoup de volontaires qui sont restés dans le pays, comme par exemple celle qui gérait, dans mon association, qui gérait les volontaires. Elle venait de Bulgarie, elle a été volontaire, je sais pas, 4 ans avant, je crois, et en fait, elle est partie, elle a déménagé pour justement être salariée en Espagne, et beaucoup de volontaires sont dans ce cas-là. Et en fait, c'est bien de le souligner parce que faut pas prendre cette expérience à la légère, en gros. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie de vous écouter et de vous répondre. Mais sur mon petit stand, je suis là toute l'après-midi. Merci de votre attention. Donc bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez comme ça ou pas? Ouais, super. Donc moi je me représente. Donc je m'appelle Florian. J'ai 28 ans et donc je suis un jeune actif dans le domaine de la solidarité internationale. Je vais revenir en 2015, l'année où pour moi tout a commencé. Donc ça s'est passé comme ça. Je suis parti en voyage au Sénégal avec ma sœur. Donc on est parti visiter le Sénégal. Et pendant ce voyage, ça m'a ouvert les yeux sur le monde, sur les différences qu'il pouvait y avoir entre la France et le Sénégal. J'ai pu découvrir d'autres modes de vie, de relation à l'autre, la chaleur humaine dans son vrai sens. Je l'ai découvert au Sénégal, et également des modes de vie sociétales très différents de ce qu'on peut connaître ici en France. Donc ça m'a beaucoup plu. Et j'étais à une période de ma vie où je venais de faire une licence de géographie, et j'avais comme projet de faire un master en urbanisme. J'avais du coup pris la peine de chercher des masters en lien avec la solidarité internationale, et je suis tombé sur un master à Bordeaux-Montaigne, où on est un petit effectif, on est 13 par promotion, et on avait des cours à Sciences Po, etc. Et donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas, je vais postuler. J'ai été retenu aux 2 masters, et j'ai fait le choix
de partir à l'aventure sur quelque chose qui n'était pas acté, gravé dans le marbre il y a quelques mois encore avant. Et j'ai décidé donc de faire ce master qui était un master généraliste sur l'Afrique subsaharienne. Donc j'avais de la géographie, j'avais de la politique, j'avais de la gestion de projet, de la cartographie. La géographie, j'avais les deux aspects, j'avais la géographie humaine et la géographie physique. Donc physique, tout ce qui est en lien avec les sols, les formations géologiques, etc. Et humaine, tout ce qui touche du coup aux populations, aux sociétés, etc. Donc voilà, je voulais sortir de ma zone de confort et découvrir le monde à travers ce master et cette possibilité derrière de travailler dans la solidarité internationale. De sortir voilà, de ma zone de confort, de ma routine aussi occidentale. Je voulais voilà, aller vers autre chose. Donc j'ai fait mon master donc à Bordeaux, également un semestre à Bayreuth où il y a un institut africain. Et puis après, en fin de master, j'ai effectué 2 stages avec GESCOD, donc qui est un réseau régional multi-acteurs de la région du Grand Est et qui travaille du coup en lien avec les collectivités territoriales notamment et la solidarité internationale. Donc là, j'ai fait un stage qui m'a permis de partir à Madagascar pour travailler sur un projet de forage et d'électrification. Donc j'étais en lien avec les équipes qui étaient sur place. Donc il y avait une expatriée et le reste de l'équipe, c'était des Malgaches. Donc ça a été une première expérience pour moi très enrichissante, déjà d'un point de vue professionnel. Donc j'ai pu apprendre beaucoup de choses aux côtés de mes collègues et aussi d'un point de vue personnel. C'était la première fois que je vivais un mois dans un pays autre qu'un pays, je dirais, occidental. Comme j'étais déjà parti en Erasmus au préalable en République tchèque. Donc c'était vraiment ma première expérience dans un pays dit du Sud, même si j'aime pas le terme. Et donc j'ai fait également un deuxième stage ensuite. Donc j'ai fait 2 stages dans le cadre de mon master. Donc là, le deuxième stage, c'était avec une ONG qui s'appelait Bel Avenir, qui est une ONG de droit malgache. Et donc là, je travaillais sur un centre agroforestier. Je faisais également des animations avec des jeunes qui étaient sortis du système scolaire, notamment des ateliers cuisine, des reboisements, des formations, avec également les équipes qui étaient sur place. Donc c'était également une superbe expérience. Pour en venir ensuite à mes 2 expériences de volontariat. Donc ça s'inscrit dans une suite logique donc de mon master et de la carrière que je souhaitais et que je souhaite toujours faire dans la solidarité internationale. Le souci un petit peu dans la solidarité internationale, je trouve, c'est que pour accéder à un CDD dans le domaine de la solidarité internationale, souvent on demande 3 années d'expérience pour prétendre à un CDD. Donc on n'a pas trop le choix de faire un volontariat et pour moi c'était une porte d'entrée obligatoire pour me faire les griffes, gagner en compétences en faisant des volontariats. Donc j'ai fait un premier volontariat en service civique à l'international avec du coup la structure avec laquelle j'étais parti en stage à Madagascar, donc avec GESCOD. Donc là j'étais parti au Sénégal. Donc je connaissais déjà le pays de par mon voyage au préalable et aussi de par mes liens personnels et familiaux que j'ai pu construire aussi avec ma famille. Et donc voilà, donc j'ai travaillé au Sénégal donc dans le cadre d'une coopération décentralisée entre un village qui s'appelle Benvir en Alsace et une commune qui s'appelle Nguyen au Sénégal. Pour ceux peut-être qui connaissent, Nguyen, c'est la ville où Ousmane Tanordien, donc un grand chef d'État sénégalais, qui a grandi et qui était maire avant qu'il décède des suites d'une maladie. Donc c'était une ville un peu historique, mais perdue au fin fond du Sénégal. Quand je suis arrivé, c'était à la fois... je connaissais déjà le pays, donc j'avais pas cette excitation qu'on pourrait avoir avec une première expérience de volontariat. Je connaissais déjà le pays, les coutumes,
J'étais déjà assez habitué à ces choses-là. Mais c'était marrant parce que du coup, quand je suis arrivé le premier jour, donc je suis arrivé dans le village, il était 23h. Il n'y avait personne du coup pour m'accueillir. Il y avait eu un couac dans l'organisation pour m'accueillir. Et du coup, au bout d'une heure, la personne est venue. Mais du coup, j'ai failli dormir dehors. Et pour la petite anecdote, genre quelques semaines après, j'ai découvert qu'en fait j'avais des scorpions blancs dans ma cour. Donc ça m'a fait rire quoi, du fait que je me disais allez, je vais dormir dehors, ça va aller. Et en fait, je me suis dit bon, j'ai bien fait de pas dormir dehors. Donc voilà. Donc ma mission de service civique, elle consistait à faire de l'appui du coup à la gouvernance locale. À la gouvernance locale, à la sensibilisation à la gestion des déchets, donc avec le secrétaire général de la commune de Nguyen. Donc on travaillait vraiment main dans la main pour dérouler les activités du projet qui avait été cofinancé par un ministère en France et un ministère sénégalais. Donc c'était un projet co-construit avec des besoins de travailler sur la gouvernance locale et notamment l'approche participative des projets de la commune. Donc voilà, on mettait en place des activités avec des partenaires locaux qui déroulaient les formations aux équipes communales pour les sensibiliser à l'approche participative des choix politiques et structurels de la commune de Nguyen. Et on a également travaillé sur la sensibilisation à la gestion des déchets. Donc là, c'est aussi un grand sujet. La gestion des déchets, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est un vrai sujet et c'est un service qui est pour moi fondamental. Et donc on a travaillé à sensibiliser les populations dans le but d'avoir un projet FICOL, donc de stockage et de gestion de la collecte des déchets dans la commune qui compte 10 000 habitants. Donc on travaillait avec les différents services de la commune pour sensibiliser les populations. Moi, j'étais pas là directement sur le front, j'étais plus là en backup pour mettre en place le reporting du projet. C'était vraiment mes collègues qui sensibilisaient, parce que déjà il y a la barrière de la langue. Dans le village où j'étais, il y avait 2 langues, il y avait le sérère et le wolof. Moi, j'avais pu, grâce à France Volontaire, avoir une formation accélérée sur la langue wolof. Donc j'avais quelques notions, mais je ne pouvais absolument pas avoir une conversation poussée avec les locaux. Et comme on était dans une zone un peu reculée, c'est vrai que la langue française n'était pas du tout développée. C'était vraiment les langues locales qui primaient pour échanger. Après, il y avait dans l'équipe communale, ça parlait français parce que c'est la langue officielle. Mais c'est vrai que les échanges avec la population, des fois, c'est pas facile. Mais si on le veut, et je le conseille à tout le monde, si vous partez à l'international, c'est de prendre des cours de langue locale. Souvent, il y a énormément de langues locales. Après, je vais vous parler du Burkina Faso où il y a plus de 68 langues locales, donc c'est compliqué d'en apprendre 68. Mais il y a quand même des langues qui sont majoritaires, suivant les régions. Et au Sénégal, notamment, le Wolof est quand même une langue assez répandue sur la partie nord du Sénégal, mais il y a aussi d'autres langues qui sont majoritaires dans certaines zones. Donc c'est important que quand on s'inscrit dans un volontariat, essayer vraiment d'aller vers les populations et de comprendre leur réalité par la langue. En fait, une fois qu'on a la langue, on peut briser des glaces entre les peuples, et le volontariat promeut aussi ça. C'est vraiment d'aller à l'écoute de l'autre, au contact des populations pour pouvoir vraiment vivre pleinement son expérience de volontariat et pas uniquement rester en français à parler aux 3 personnes qui parlent français et puis après dire ouais je connais le Sénégal, je connais la commune. Voilà. Donc voilà pour ça. Que dire ? Oui, du coup j'étais le seul blanc donc, dans le village. Et c'était marrant parce que du coup j'ai directement tissé des liens avec un collègue dans la commune de Nguyen qui m'a du coup présenté à sa famille. Et du coup je mangeais tous les midis, tous les soirs dans sa famille. J'ai jamais cuisiné en 8 mois chez moi. Parce que chaque fois que j'y allais, j'étais accueilli comme un roi, ils étaient hyper généreux.
hyper intéressé de découvrir une nouvelle personne qui a d'autres cultures, d'autres façons de faire, de penser. Et une fois, j'y suis pas allé et je me suis fait engueuler parce que je suis pas venu manger le midi dans la famille. Donc pour vous dire que vraiment, ils étaient attachés au fait que je vienne manger le midi et le soir chez eux. Et ça m'arrangeait aussi de pas cuisiner, je vais pas vous le cacher. Mais c'était vraiment chouette et du coup je participais aussi financièrement à contribuer à la nourriture en échange de leur hospitalité. Donc voilà, j'avais une vie assez rudimentaire, il y avait des coupures d'eau, d'électricité assez régulièrement, je me douchais au seau, à l'eau froide. C'était vraiment un changement pour moi de mon mode de vie avec tout le confort qu'on connaît ici en France. C'est pas automatique partout dans le monde. Après, là, je parle de mon expérience, mais il ne faut pas non plus généraliser. Il y a aussi des villes et du développement, du confort. Là, c'était vraiment une zone reculée, donc c'était un petit peu particulier. Donc c'est une expérience qui a été très formatrice pour moi, parce que du coup j'ai travaillé avec plein d'acteurs, c'était très intéressant. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué quand je travaillais avec les équipes, c'est qu'il y avait ce retard qui était permanent quasiment dans l'ensemble des personnes avec qui je travaillais. Il y avait en moyenne 1h, 1h30 de retard. Et donc là j'ai réussi à m'adapter et à en fait avancer l'heure de la réunion pour en fait la faire commencer à l'heure où je la souhaitais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, le retard, c'est pas une marque d'impolitesse ou quoi. C'est vraiment en lien avec les liens sociaux qui peuvent exister entre les personnes. Par exemple, quelqu'un qui était dans un établissement scolaire, il faisait peut-être un quart d'heure de marche pour arriver du coup au lieu de la réunion, mais du coup sur le trajet, il va rencontrer du monde. Et les liens sociaux font que tu ne peux pas dire bonjour et partir. Tu vas parler 5-10 minutes avec la personne avant de continuer ton chemin. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des réalités qui sont totalement différentes de chez nous, qui sont beaucoup plus individualistes dans la planification. Je tire les traits aussi pour tirer les traits. Et donc voilà, donc c'est vraiment il faut avoir une réflexion et vraiment pas être fermé d'esprit pour comprendre aussi des mécanismes qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît. Pour mon retour de ma première mission de service civique, c'était assez difficile de rentrer en France parce que je m'étais vraiment acclimaté à une vie simple avec constamment du monde. J'avais dans la famille en fait il y avait un mari qui était décédé et il avait 2 femmes. Et en fait dans cette famille donc il y avait peut-être 10 enfants et 20 petits enfants. Donc il y avait une vraie énergie dans la maison, une vraie vie qu'on pouvait voir au quotidien. Et quand je suis rentré chez moi, donc chez mes parents. Donc c'était un changement, un choc culturel de se réadapter à ce que j'avais toujours connu au final, mais je l'avais perdu pendant les 8 mois de ma mission et je me suis carrément plu en fait de vivre dans cette forme d'ébullition, de vie au sens noble du terme. Ça a été vraiment difficile les premiers mois. J'avais aussi une incompréhension de mes proches parce qu'ils n'avaient pas vécu l'expérience que j'avais vécue. Tu as beau raconter ton expérience, si tu vas parler à des personnes qui n'ont pas vécu des expériences similaires, et même sur des expériences similaires mais dans d'autres pays, c'est difficile aussi de relater des sentiments que tu as pu avoir. Donc voilà, c'était difficile sur cet aspect-là avec les proches. Avec mes amis, c'était pareil. Il y avait des incompréhensions, il y avait des comportements de mes amis français que j'avais avant de partir, qu'à mon retour, j'ai trouvé déplacé, j'ai trouvé très... se plaindre, par exemple. Je me plaignais beaucoup moins là-bas parce qu'il y a une forme de résilience, de résilience, c'est le terme. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc j'ai vraiment aussi appris d'un point de vue personnel sur des qualités humaines. Et puis il y avait le Covid aussi, donc ça n'a pas aidé aussi à revenir parce que je suis revenu en décembre 2019, donc le Covid est arrivé, donc c'était une période assez compliquée, mais en tout cas
il y a toujours une courbe du volontariat, même pendant la mission de volontariat. Il y a une montée, donc tout est beau, tout est magnifique. Après, pendant un moment, il y a une chute où on est confronté à des chocs culturels. Et après, il y a une réacclimatation et la courbe réaugmente. Donc voilà. Donc j'ai trouvé que c'était une expérience extraordinaire. Donc je me suis découvert. J'ai découvert autre chose que mon train quotidien occidental. Et cette expérience, du coup, dans mon parcours d'engagement, ça m'a permis de faire un volontariat de solidarité internationale, donc qui était la deuxième étape dans une suite logique d'avoir de l'expérience pour ensuite prétendre à un vrai contrat de travail. Et donc j'ai effectué un volontariat de solidarité internationale d'avril 2021 à décembre 2022. Donc là, j'étais parti avec France Volontaire. Il faut savoir qu'avec France Volontaire, il y a des espaces volontariat dans 24 pays dans le monde, dont au Burkina Faso. Donc j'étais basé à Ouagadougou. Et donc il y a une équipe avec un représentant national, une assistante administrative et financière, et puis un volontaire qui est également déployé pour une question d'interculturalité et également de France Volontaire est une structure de volontariat, donc il faut également qu'elle envoie des volontaires sur ces espaces de volontariat. Et donc j'étais parti donc en avril 2021 et donc j'ai été très bien accueilli déjà par ma collègue. Elle m'a directement emmené manger, puis elle m'a installé dans la colocation. Et donc j'ai pu prendre mes marques assez rapidement. Ils m'ont notamment dispensé une formation sur la culture et l'histoire du Burkina Faso. Donc ça, c'était hyper important, je trouvais, de savoir où je mettais les pieds, dans quel contexte, quelles étaient l'histoire du pays, les coutumes. Donc j'ai appris énormément de choses en une journée seulement. J'ai également appris à rouler en scooter, donc je me déplaçais en scooter là-bas. C'était la première fois que je roulais en scooter et c'était une expérience trop chouette. C'est un sentiment de liberté de rouler en scooter. Enfin, j'ai beaucoup apprécié et c'était très normal de rouler en scooter au Burkina Faso. Donc ça, c'était chouette. C'était vraiment des belles expériences. Et pour revenir un petit peu en avant, j'avais une amie en fait qui travaillait à l'ambassade, qui était en VIA, et je l'avais rencontrée dans le cadre de mes stages avec GESCOD. Et elle a pu aussi me donner des éléments de la vie sur place, comment ça se passait, parce que du coup, depuis 2015, il y a des groupuscules terroristes qui sont dans le pays et qui ont depuis 2015 grappillé du terrain, et donc elle a pu me donner quand même des éléments de sécurité concrets. J'ai également eu une préparation au départ où j'avais ces aspects-là qui étaient décrits, mais le fait d'avoir quelqu'un qu'on connaît et concrètement comment ça se passe sur place, c'était sympa. Donc si vous avez des contacts aussi, si vous voulez partir en volontariat à l'international, n'hésitez pas à activer votre réseau pour avoir aussi des éléments concrets de comment ça se passe. Quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivé, quand j'allais dans des restos un peu plus expatriés, on va dire, il y avait des sas déjà pour rentrer dans le restaurant, et à l'intérieur du restaurant il y avait des gardes armés. Donc pour vous dire que la situation était déjà assez tendue quand je suis arrivé. Et ça m'a énormément choqué. Donc vous imaginez aller au restaurant en France et avoir des gardes armés qui sécurisent le restaurant. C'était frappant. Et donc voilà, donc j'avais ma mission donc, de volontaire de solidarité internationale. Donc j'étais en appui à l'espace volontariat. Donc je m'occupais de tout ce qui était partenariat, pour développer de nouvelles missions de volontariat co-construites entre des acteurs locaux burkinabés et des structures en France, pour monter de nouvelles missions de volontariat. Je travaillais notamment sur la réciprocité. Donc c'est un dispositif qui m'a beaucoup plu pendant ma mission de volontariat. En fait, c'est un dispositif qui permet à des jeunes des pays où France Volontaire a des partenariats de partir sur des missions de volontariat en service civique à l'international et maintenant également en VSI en France. Donc chaque année, il y avait à peu près 20 volontaires burkinabés qui faisaient du volontariat de réciprocité. Et c'était vraiment, je trouve, très important pour moi, parce que envoyer des volontaires dans les pays, ok, très bien, mais également envoyer des volontaires de ces pays-là, parce qu'ils ont autant à apprendre et autant à nous faire apprendre que nous, dans l'autre sens.
Donc ça, c'est vraiment un dispositif qui m'a beaucoup plu. On dispensait des préparations au départ également pour les préparer au choc culturel, aux difficultés qu'ils allaient rencontrer en France, le coût de la vie, la nourriture, le racisme, etc., etc. Donc on était vraiment en appui pour les préparer au mieux à toutes ces questions-là, et ils s'étaient fédérés en association. Donc tous les anciens volontaires qui rentraient au Burkina après leur mission de volontariat, ils s'étaient fédérés en association, et du coup on travaillait avec eux pour les préparations au départ, d'avoir des retours concrets en fait de volontaires qui étaient partis sur comment ça se passe concrètement, les petits tips, etc. à avoir sur la vie en France pour vivre au mieux la mission de volontariat. Donc voilà, donc je travaille sur ces questions-là. Je travaille également sur la communication digitale, réseaux sociaux, et tout ce qui est print, goodies. Donc c'était pas du tout dans ma formation de base, et le volontariat m'a permis de développer des compétences sur ces aspects-là. Donc moi j'étais plus sur l'aspect partenariat de base, et du coup le volet, la mission était assez transversale, donc j'ai pu développer ces compétences, et aujourd'hui je suis chargé de communication à France Volontaire. Donc pour dire qu'un volontariat, ça peut, même si vous n'êtes pas dans le domaine, ça peut vous faire valoir des compétences qui derrière peuvent vous donner des opportunités dans un domaine que vous n'avez pas forcément étudié. Donc ça aussi c'est super intéressant. Après, la mission elle était assez compliquée, parce que du coup il y a eu notamment des manifestations dès octobre 2021 avec l'ancien président, des populations qui demandaient l'arrêt de la collaboration avec la France. Donc il y a eu pas mal de restrictions sur les activités. Comme on était opérateur de l'État, on était rattaché à l'ambassade, donc on avait des directives pour déjà sécuriser les salariés, les volontaires. Donc on communiquait plus sur les réseaux sociaux pour éviter de les exposer à des risques inutiles. Donc voilà, c'était entaché par ça. Et puis ensuite il y a eu 2 coups d'État. Il y a eu un coup d'État en janvier 2022 et il y a eu un coup d'État en septembre 2022. Donc là pareil, c'était des situations très compliquées. On était confinés chez nous, il y a eu la fermeture des frontières terrestres, aériennes, il y a eu des coupures de connexion internet. J'avais pas de wifi chez moi, donc la connexion des données mobiles était totalement coupée. Donc on avait des situations assez compliquées, et après c'était pas facile non plus pour les proches, parce que là du coup je parle de mon expérience, mais également pour les proches c'est pas évident de savoir qu'on est dans un pays, qu'il se passe des choses, les médias vont relayer des faits, donc l'ambassade attaquée, etc., des coups de feu dans la ville, etc. T'as pas de nouvelles de tes proches parce que tu peux pas les joindre, donc c'était aussi assez stressant pour les familles, notamment les mamans qui sont assez stressées. et donc voilà, donc ça aussi c'est à prendre en compte, savoir où vous mettez les pieds, et quels risques vous êtes prêt à prendre dans votre mission également. Moi je regrette pas du tout, parce que du coup ça m'a forgé une certaine forme de résilience, de se dire qu'on n'est pas maître de tout, que des fois il faut savoir s'adapter et construire avec les aléas politiques, les aléas qu'on ne peut pas contrôler finalement à notre échelle, je pense. Et voilà, mes amis burkinabés, ils ont été également d'un grand soutien pendant ces moments où on était confinés à la maison. Ils m'aidaient à faire les courses, etc. Donc c'était un vrai soutien pour moi. Donc voilà. Et donc on a été rapatriés 2 mois après. Donc après le 2e coup d'État en septembre 2022, le ministère a décidé de rapatrier tous les volontaires qui étaient présents au Burkina Faso pour des raisons sécuritaires. Donc c'était un sentiment un peu d'abandon de ses collègues, parce que c'était pas notre plein gré. Nous on voulait rester, mais les décisions sont tombées. C'était soit on rompt le contrat et du coup vous restez dans le pays, ou soit vous rentrez et vous finissez votre mission en télétravail. Moi il me restait 3 mois, donc je suis rentré. Mais c'était vraiment compliqué de partir précipitamment, de quitter déjà le réseau qu'on s'était fait, les amis qu'on s'était fait, et puis les projets qu'on voulait mettre en place. C'était pas évident, et voilà, de faire du télétravail depuis la France avec le Burkina, c'était compliqué. Enfin, c'est compliqué. Il fallait adapter du coup les missions pour la fin. Mais j'en garde quand même une expérience très riche. Je suis plus adaptable aujourd'hui, je dirais. Je regrette pas mon choix que j'avais fait donc à 21 ans en 2015, de me dire je vais pas faire urbanisme, je vais faire
une carrière dans la solidarité internationale. Ça m'a ouvert les yeux sur le monde, sur la tolérance entre les peuples, entre les individus, qui est hyper important, je trouve. Et donc je vous conseille, je vous conseille de partir en volontariat à l'international pour vous faire votre propre idée de qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, que ça soit professionnellement ou personnellement, parce que le volontariat, c'est vraiment ces deux aspects-là, c'est pas que le côté pro, c'est aussi le côté personnel, donc c'est très important. Et donc voilà, partir en volontariat à l'international, c'est s'enrichir de savoir-faire et savoir-être et contribuer à un monde plus juste qui en a tant besoin. Merci. Alors, rebonjour à tous, je m'appelle Charlotte, j'ai 29 ans. Alors, quête de sens et principe de réalité, retour d'expérience, je vous avoue que j'étais beaucoup intimidée d'intervenir aujourd'hui. Puis on m'a dit, t'inquiète pas, c'est grand public. Donc je me suis dit, je vais me retrouver dans une salle remplie d'humanitaires aguerris qui seront bien plus expérimentés que moi, qui auront bien plus à apporter que moi. Et puis finalement, je me suis dit, même s'il y a des humanitaires aguerris dans la salle, vous aussi, vous avez bien commencé quelque part, et peut-être par un volontariat. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont déjà fait un volontariat à l'étranger? Eh bien, les autres, je vous conseille. Après ces témoignages, j'espère que ils vous ont convaincus. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été au Cambodge? Ah, donc vous connaissez. Les autres, je vous conseille également. C'est un pays très sympa. Donc voilà, je vais vous parler de mon expérience de volontariat de solidarité internationale, VSI pour les intimes, au Cambodge de 2020 à 2022. Alors pour moi, tout a commencé fin 2019. Je sors de l'école 3A, comme Anaïs. L'école 3A qui sont présents sur les stands aujourd'hui, allez les voir. Donc j'ai mon diplôme de master en gestion de projet humanitaire et je me retrouve sur le marché de l'emploi en France, à Paris, et j'ai pour objectif de décrocher mon premier CDI et de commencer ma vie de jeune active, qui est la suite logique que ce qui attendent les parents, voilà. Mais j'envoie des candidatures, je suis motivée, je viens de faire une alternance de 1 an chez Action contre la faim, donc je me dis bon, ça pèse un peu dans le game. Et en fait, j'ai pas de retour, ou j'ai des refus. Et j'ai même une ONG qui m'a dit tu manques d'expérience, va faire un peu de terrain et reviens-nous dans 2 ans. Ok. Mais moi, j'étais pas prête à partir. Je venais d'emménager en coloc à Paris, je venais de commencer un CAP pâtisserie à distance. Voilà, j'étais bien où j'étais, mais je continue à envoyer mes candidatures. Puis, un beau jour de chômage, je reçois une alerte de Coordination Sud. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui recense pas mal d'offres d'emploi pour la solidarité internationale. Et je vois l'offre qui correspond normalement à mes critères, parce que c'est une alerte que j'ai créée. Donc, moi, je recherchais un CDD ou un CDI à Paris ou en Île-de-France, dans la gestion de projet ou la communication. Parce que comme mes collègues intervenants, je suis aussi dans la communication. Et donc j'ouvre l'offre que j'ai reçue, et là je vois chargé de communication. Jusqu'ici tout va bien. Puis je vois Krusart Mey, Cambodge. Alors Cambodge, Phnom Penh qui est la capitale. Je me dis bon, Phnom Penh, Paris, c'est vraiment pas la porte d'à côté. Qu'est-ce que cette offre-là fait dans mes mails? Et en fait, je rigole aussi parce que je vois le mot Krusart, qui est un mot étranger pour beaucoup d'entre nous, mais qui résonnait chez moi. Parce que je connaissais ce mot Krusart, parce que ça me rappelait mes soirées étudiantes. En fait, j'ai vécu 4 ans à la Cité internationale universitaire de Paris. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un joyau caché en plein cœur de Paris, enfin dans le sud de Paris. Et il y a la maison du Cambodge sur ce campus. C'est un campus où il y a 12 000 étudiants étrangers.
et une quarantaine de maisons de différents pays. Et moi, j'ai vécu à la Maison des Provinces de France parce que j'ai grandi à La Réunion. Donc, la Maison du Cambodge, c'était la maison où il y avait les meilleures soirées. Et Krusar, c'était le nom du comité des résidents qui organisait des événements culturels, sportifs et des soirées. Donc, et Krusar, en fait, en cambodgien, ça veut dire famille. Et Krusar Tmei, ça veut dire nouvelle famille. Donc, je vois cette offre et je me dis, ça n'a rien à voir avec ce que je recherche, sauf la partie communication. C'est à l'autre bout du monde, c'est payé $600, ça couvrirait même pas mon loyer parisien. Mais Krusar, ça m'a interpellée, j'avais la nostalgie encore de la vie étudiante. Je postule. J'attends. 1 heure après, j'ai un mail avec une offre d'entretien, une proposition. Oups. Je passe l'entretien, ça se passe super bien, je m'entends bien avec l'équipe. La semaine suivante, je signe le contrat de VSI. Mais on est en mars 2020. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les frontières du Cambodge sont fermées, mon contrat est annulé, le monde entier est confiné. Donc je ne vous raconte pas mars 2020 jusqu'à l'été, je pense qu'on était tous chez nous. Voilà, donc là, je me suis dit, bon, je retourne à la recherche d'emploi, mais bon, plus personne ne travaille, sauf ceux qui sont en première ligne. Du coup, j'ai quand même attendu, j'ai patienté et j'ai pas perdu espoir parce que j'avais quand même vraiment envie d'y aller au Cambodge. Et en septembre 2020, les frontières réouvrent, je pars. Et là, c'était parti pour 2 ans d'expérience personnelle et professionnelle au pays du sourire. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai fait pendant 2 ans? J'ai fait de la communication et j'étais responsable communication parce que j'étais une équipe comme à moi toute seule. Et j'ai fait aussi de la gestion de projet. Parce que j'avais cœur à mettre la théorie, la pratique dans la théorie. Et du coup, j'ai pu être en charge d'un projet pour... pardon, je vous ai même pas... Voilà, ça c'est Krusar Tmei. C'est une ONG de protection de l'enfance défavorisée. Le siège est à Phnom Penh, dans la capitale. Mais ils ont une branche en France et en Suisse. Et à Singapour. Donc moi, j'étais en charge du projet développement de la langue des signes cambodgienne, parce que c'est une association qui existe depuis 30 ans et qui est la première à avoir créé des écoles pour les enfants sourds ou aveugles et qui dispense des cours d'éducation spécialisés, adaptés à leur handicap. Donc moi, j'étais en charge du projet de développement de la langue des signes cambodgienne et je travaillais notamment avec le ministère de l'Éducation et l'Institut national pour l'éducation spécialisée. Et en fait, je me suis retrouvée dans ce projet spécifiquement parce que c'était un projet de transfert de compétences et de renforcement des capacités. Et dans l'humanitaire, on entend souvent tout ce qui est capacity building. C'est très recherché par les bailleurs de fonds. Et aussi, c'est l'objectif normalement de toutes les ONG de ne plus exister. Donc c'est aussi de transmettre pour ensuite se retirer. Et du coup, dans la vie de tous les jours, j'étais dans une équipe 100% locale. Donc on était 2 VSI. Moi, à la communication et l'autre personne chargée de projet et relations de donateurs. Et voilà, c'était très bien parce qu'on était en immersion complète. Donc je me suis adaptée assez rapidement parce que j'étais pas à ma première expatriation. Et comme de par mon parcours et mon background un peu multiculturel, donc je suis d'origine mauricienne, je suis née en Angleterre, j'ai grandi à La Réunion, j'ai fait mes études à Paris. Donc j'ai l'habitude de bouger, de parler plusieurs langues. J'ai pris des cours de Khmer, donc Florian, tu disais à quel point c'est important de connaître les langues locales. Et du coup, c'est important pour moi de me faire comprendre, et même juste pour me déplacer dans la ville en tuk-tuk, connaître droite, gauche, arrêtez-vous, c'était important. C'était vital même. Voilà. Et aussi, à niveau culinaire, aussi, je mangeais tout ce qu'on me donnait. J'avais des collègues végétariens, ça se passait pas très bien. Même les sauterelles grillées, franchement, je vous conseille. En snack, c'est pas mal. Après, bon, c'était une équipe très bienveillante où je me suis retrouvée. C'était très différent que de travailler dans un siège d'ONG.
c'est être sur le terrain, ne pas avoir ce décalage terrain-siège. Et mes collègues, en fait, quand je suis arrivée, ils m'ont ouvert la porte, mais ils ne savaient pas comment dire mon prénom. Donc ils disaient « Charlotte ». Et du coup, je leur ai dit « Appelez-moi Lotcha ». Parce que Lotcha, en cambodgien, ça veut dire nouilles sautées. Et c'est un mot qu'ils utilisent tous les jours, parce que si c'est pas le riz, c'est les nouilles. Et du coup, je leur ai dit, appelez-moi comme ça ils retiennent mon prénom. Et en plus, dans la culture cambodgienne, c'est se moquer les uns des autres, c'est très important et normal. Voilà, donc c'était pas toujours tout rose non plus, hein. Il y a des hauts et des bas, comme disait Anaïs. Je pense qu'une des choses qui était plus compliquée pour moi, c'était dans mes missions de communication, c'était de recueillir des témoignages des bénéficiaires. Et les bénéficiaires, c'est des enfants et des jeunes qui ont vécu des situations difficiles, qui sont nés dans une extrême pauvreté, qui ont subi des violences, des abus, du trafic. Et du coup, parler à ces jeunes, à ces enfants qui ont vécu ces choses-là, prendre mes petites notes dans mon carnet pour après faire du storytelling pour nos relations donateurs, pour les bailleurs de fonds, pour appuyer les rapports. C'était pas facile d'avoir des enfants, de raconter toute cette souffrance, mais ce qui donnait du sens à mon travail et je me sentais utile, c'était de pouvoir offrir une écoute et en fait aussi de voir leur résilience. Parce qu'ils ont vécu tellement de choses. En plus, faut savoir qu'au Cambodge, il y a eu un génocide il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ans. Donc toutes les personnes qui ont plus de 50 ans l'ont vécu de près ou de loin. Et c'est un peu un trauma collectif qui se ressent encore aujourd'hui. Et du coup, en plus, ces enfants-là ont vécu leurs propres histoires. Donc voilà, c'était pas toujours facile pour moi, en tant qu'étrangère, d'entendre ces histoires et d'en faire quelque chose. Mais comme je vous disais, c'est vraiment leur résilience qui me faisait tenir, et même leur sourire, le sourire khmer est assez légendaire. Et en fait, juste de passer du temps avec eux, de prendre des photos, de communiquer, c'est ça qui transformait ma journée, en fait, qui faisait que j'étais contente d'être là et que c'était un déchirement quand je suis partie. Donc le retour, on n'en parle pas trop, mais le retour a été compliqué, hein. Était prévu, donc je suis quand même rentrée en fin 2022, donc il y a presque un an. Et du coup, partir alors qu'en 2 ans, on s'est fait des amis, presque la famille, hein, nouvelle famille, Kousartmé. Et du coup, je rentre, je suis partie avec la Guilde du Raid. Il y en a qui connaissent peut-être, c'est un peu comme France Volontaire. Donc on a un accompagnement au retour qui est assez bref. Et ensuite, on est un peu lâché dans la nature. Et moi, je suis rentrée à La Réunion, qui est à côté de Madagascar, qui est très loin de Paris. Et je commence à envoyer des candidatures. Dès le 1er janvier, je suis au taquet. Et là, j'attends. On m'a dit 2 ans. On m'a dit reviens dans 2 ans. Ça y est, je suis de retour. Et maintenant? Et j'ai pas de réponse. Et au bout de 2 semaines, je m'impatiente. Et là, je me rappelle qu'on m'a parlé d'une association qui s'appelle Résonance Humanitaire, qui est basée à Paris, mais qui peut accueillir des personnes à distance pour un entretien. Donc je me dis, bon, on va voir, peut-être qu'ils pourront m'aider avec mon CV, peut-être que c'est mon CV qui a besoin d'être rafraîchi, je ne sais pas. Donc j'appelle Résonance, j'ai un rendez-vous tout de suite, donc ils me répondent aussi le même jour. Et là, pendant l'entretien, du coup, je raconte ma life. Et là, on me dit, en fait, ton CV, il est très bien. D'ailleurs, il a même retenu notre attention. Ok. Et là, l'entretien d'accueil se transforme en entretien d'embauche. Donc, et là, la semaine suivante, je signais mon contrat. Le mois d'après, j'arrive à Paris, du coup, je valide la période d'essai, je signe mon premier CDI. La boucle est bouclée. Et voilà, du coup, depuis mars 2023, je suis la coordinatrice des activités à Résonance Humanitaire. D'ailleurs, on est à un stand ici aujourd'hui, donc n'hésitez pas à passer nous voir. On est en face de l'entrée.
Et voilà, en fait, pour moi, c'était important, niveau personnel, de retrouver du travail, hein, mais c'était aussi de retrouver des personnes qui, comme moi, se sont engagées dans l'humanitaire. Et à Résonance Humanitaire, c'est vraiment une communauté à la fois de pairs, mais aussi d'entraide. Et c'est des personnes qui, comme beaucoup d'entre nous, qui reviennent après avoir passé 2, 10, 15, 20 ans sur le terrain, qui reviennent, en fait, ils n'ont plus les codes culturels, ils ont subi le choc culturel inversé, et qui ont besoin d'un peu d'accompagnement pour avoir une réintégration sociale et professionnelle en France, en Europe. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile de demander de l'aide aussi, parce qu'on est un peu une ONG support, un peu le pôle emploi des ONG, on entend aussi parfois. Donc voilà, Résonance, n'hésitez pas à passer avant, après la mission. Voilà ce que je voulais vous dire sur Résonance. Et je voulais terminer avec une citation de Mère Teresa, que j'aime beaucoup. C'est « Continuons à faire de petites choses pour les autres, car parfois ce sont ces petites choses qui prennent une grande place dans leur cœur. » Merci pour votre écoute. Je crois qu'on a un peu de temps pour des questions. Oui ? Vous êtes OK ? On est OK. Il y a des questions, il suffit juste de lever la main, je me déplace vers vous. J'ai une question pour vous trois. Vous avez été malade sur place ? Oui. Oui, un peu aussi. Ouais, j'ai eu aussi le paludisme. Donc je l'ai eu 2 fois, mais heureusement rien de très grave. Mais j'ai une amie qui l'a eu et elle a été rapatriée en avion médicalisé. Elle a été hospitalisée pendant 1 semaine et elle était en quasi coma pendant 3 jours, donc c'était pas facile, ouais. Mais ça se soigne bien, donc il faut juste aller au bon moment se faire soigner, quoi. Non, j'ai pas été malade, mais je pense parce que si on a tous la tourista du début. Ah oui, la tourista. Ah oui, parce que oui, je disais que je mangeais tout ce qu'on me donnait. C'est vrai que je suis allée un peu fort en arrivant. Je me suis dit, en fait, j'étais en quarantaine en arrivant, donc pendant 2 semaines, j'étais toute seule et je devais commander mes plats. Donc j'ai commandé un plat typique cambodgien qui s'appelle le prorok, et en fait c'est du poisson fermenté. Et là, j'ai décidé de tester, parce que je me dis, bon, je suis au Cambodge maintenant. Et en fait, moi, j'ai pris un mélange de porc et de poisson fermenté. Donc j'ai pris les 2 et j'ai mangé. Et 3 heures après, c'était... Voilà. Je vous raconte pas. Et en fait, même quand j'ai raconté cette histoire à mes collègues cambodgiens, ils m'ont dit, mais tu es folle! Mais même nous, on prend en accompagnement à côté du plat et on mange ça une fois par an. Tu es folle! C'est un peu un peu s'ils appellent ça le fromage cambodgien parce que ça pue. Mais non, j'avais un estomac en béton. Après ça, je pouvais tout manger. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour, merci pour vos témoignages. C'était très intéressant et très instructif, surtout pour moi qui n'ai jamais eu l'occasion d'avoir ce genre d'expérience, si ce n'est une fois. Je dois juste poser une question. Vous avez à chacun, à votre tour, évoqué cette question et je vais avoir peut-être un peu plus de détails. Vous parlez déjà pendant l'expérience de haut et de bas, que c'était compliqué à certains moments. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Et au retour, comment ça s'est passé ? Parce que pour ce qui me concerne, ça a été très compliqué. Merci. Moi, je vais peut-être commencer avec la première question, parce que la deuxième, je pense y avoir à peu près répondu pour ma part. Mais pour la première question, il y a les hauts et les bas. Moi, je l'ai eu par rapport un peu à la légitimité de mon travail dans le cadre de mon volontariat que j'avais, et la question du syndrome de l'imposteur, en fait, un jeune qui n'a pas d'expérience, qui va travailler dans ce milieu-là et qui va se faire les griffes pour être plus tard
un expert dans son domaine. Il y a cette question-là qui revient, à mon avis, à toutes les personnes qui partent faire de la solidarité internationale dans des pays du Sud. Donc, j'aime toujours pas ce terme, mais je le redis. Parce que j'ai pas un autre terme qui est clair et qui parle à tout le monde. Et donc voilà, il y a cette question en fait qui fait osciller un peu tes réflexions que tu as. Et aussi avec moi mes expériences que j'avais eues notamment au Burkina Faso avec les questions sécuritaires, sociopolitiques, avec les manifestations. C'est vrai que ça influe aussi sur le moral. De se dire qu'on prépare la journée du volontariat français qui est l'événement annuel de France Volontaire et qu'à une semaine avant, l'Institut français est saccagé par les manifestants. C'est vrai que ça met un coup au moral. Après, il faut savoir rebondir et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça. Il faut savoir être résilient comme eux le sont aussi sur d'autres aspects et voilà. Pour ma part, ça avait été, j'ai eu un peu de bas parce que du coup, je vivais avec les autres volontaires et tout, et c'est se surpasser tous les jours parce qu'on est quand même, on habite ensemble, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue, et des fois, ça peut être très compliqué. Après, il y avait aussi niveau professionnel où j'avais pas du tout la même organisation. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un d'assez organisé et les Espagnols étaient des gens sont des gens qui travaillent beaucoup dans l'urgence, donc en fait ça me générait un stress qui était là où je me suis adaptée, hein. Mais bon, il y avait quand même ce qu'on m'avait appris, il fallait tout était remis en cause, et aussi le fait qu'on est complètement éloigné de la réalité de sa famille aussi, c'est-à-dire que moi, j'avais eu un vrai décalage entre ce qui s'était en train de se passer chez moi et ce qui était en train de se passer en Espagne. Et en fait, je ratais plein d'événements de ma famille qui eux étaient au courant et moi, je n'étais pas au courant. Et du coup, j'ai tout rattrapé quand je suis revenue. Mais il faut savoir que des fois, on apprend des choses qui peuvent être importantes pour sa sœur ou son frère, mais en fait, on n'est pas là. Et du coup, ça peut donner un petit coup quand même au moral. Et globalement, c'est ça. Alors au niveau des hauts, je pense que pour moi c'était une super expérience de 2 ans. J'avais trouvé un travail qui avait du sens pour moi. Et comme le fait, je me sentais pas, j'avais pas trop ce syndrome d'imposteur parce que, bon, déjà je viens par mon métissage, voilà, en fait je ressemblais à une Cambodgienne avec le masque, hein. Donc quand je portais le masque, on me parlait en cambodgien. Et là pour moi c'était la réussite, genre waouh. Et quand je pouvais répondre en cambodgien, c'était encore plus confusant pour eux. Donc ça, c'est vrai que c'était super. Et puis d'avoir une équipe vraiment locale et avoir une équipe à taille humaine. On était 15 au siège, on était une 60aine dans tout le pays. Donc le fait de pouvoir voyager, on faisait des tournées, donc des structures. Donc on allait dans les 4 coins du pays pour un peu suivre au plus près les projets, en fait. De pouvoir voir en vrai, en fait. C'est ça, parce que quand on travaille dans des sièges, quand on travaille loin, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas où va l'argent. Donc pouvoir revenir et dire « Ah, bah, je sais maintenant où ça va ». Après, comme en termes de bas, évidemment, l'éloignement familial, c'est pas facile de passer 1 an loin de chez soi. En plus, en période Covid, où on ne peut pas rentrer et sortir comme on veut, et qu'on rate des événements importants. Heureusement qu'il y a WhatsApp, qu'il y a Messenger, qu'il y a Internet, qu'on peut appeler les familles. Après, ça dépend aussi du contexte où on est. Si on est dans des pays où il n'y a pas Internet, où il y a des coupures, ça devient plus compliqué et ça peut être stressant pour la famille. Après, moi, le retour, je l'ai assez mal vécu parce que j'aurais pu continuer, mais si j'étais pas partie à ce moment-là, je serais jamais partie. Donc, et je voulais connaître d'autres pays, d'autres contextes. Et en fait, au retour, je me sentais vraiment isolée. Le fait d'être à La Réunion, même si j'étais au soleil, hein, le soleil ne fait pas tout, malheureusement. Et puis une énorme perte de confiance aussi par rapport à ce que je valais, en fait, ailleurs qu'au Cambodge. Et en fait, c'est ça que je retrouve aujourd'hui chez Résonance, c'est que
on est nombreux à ressentir ça, et c'est pas juste parce que je suis jeune et avec peu d'expérience. C'est aussi des personnes qui reviennent, qui ont fait 10-15 ans à l'étranger, qui reviennent, et que là, ils ont du mal en fait à valoriser ce qu'ils ont fait ailleurs, les compétences qu'ils ont acquises à l'étranger, mais aussi leurs expériences vécues, en fait, qu'ils peuvent pas forcément partager avec leurs proches, leurs amis. Tout à l'heure, je racontais que ça peut être gênant en soirée avec les amis de dire « Ah, toi, tu fais quoi ? Je suis dans l'humanité. Ah, mais c'est génial, c'est trop bien ce que tu fais, bravo !» Et là, quand on rentre dans les détails, quand je commence à raconter ce que je faisais réellement, les témoignages, alors là, c'est gênant. Là, plus personne ne parle. On change de sujet. Et être entre humanitaires, je pense qu'au salon Soliway, ça se ressent beaucoup. Ça fait du bien. Et en fait, on reprend confiance et ça permet de mieux rebondir. Fini ? Merci à tous. On va applaudir nos jeunes volontaires qui ont bien voulu témoigner, partager leur expérience. Et puis on va enchaîner sur la conférence d'après. Voilà, merci sincèrement.